Vous savez, chaque vie, c'est une histoire qui s'écrit, du tout début jusqu'à la fin. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que cette histoire prend forme? Qu'est-ce qui nous façonne, au fond? Eh bien, c'est justement le voyage qu'on va faire aujourd'hui, au cœur de la psychologie du développement. Et voilà la question centrale, celle qui nous touche absolument tous. Comment est-ce qu'on devient qui on est? C'est une interrogation profonde sur nos origines, sur notre parcours et sur ce qu'on va devenir. Et ce qui est génial, c'est que la science, elle nous donne des pistes de réponse qui sont vraiment fascinantes. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va définir ce qu'est cette discipline. Ensuite, on plongera dans le fameux débat entre l'inné et l'acquis. Après ça, petit survol des théories majeures, et on terminera avec une petite réflexion pour la route. Allez, on attaque. La psychologie du développement. Qu'est-ce que c'est au juste? Attention, on n'est pas dans la philosophie pure et dure ici. Non, c'est une vraie science qui essaye de comprendre notre parcours de vie. En gros, la définition est assez simple. C'est l'étude scientifique qui se demande comment et pourquoi on change tout au long de notre vie, intellectuellement, émotionnellement, physiquement, de la naissance à la mort. L'idée, c'est vraiment de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre à chaque étape. Et ce qu'on découvre, c'est que notre évolution, elle est loin d'être un grand bazar. C'est un processus hyper complexe, c'est sûr, mais qui est aussi incroyablement organisé. Et cette citation de Jean Piaget, qui est, on peut le dire, un des papes du domaine, elle résume ça parfaitement. Le développement est une tendance à s'adapter. Ce mot « s'adapter », il est crucial. Ça veut dire qu'on n'est pas juste des spectateurs passifs de notre propre vie. Non, le développement, c'est un truc actif. C'est une recherche constante d'équilibre avec le monde qui nous entoure. Donc pour résumer, cette discipline, elle a deux grands objectifs. Le premier, c'est de décrire, tout simplement. Que fait un enfant à 2 ans, un ado à 15, un adulte à 40? Et puis, le deuxième objectif, et là ça se corse, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ces changements arrivent? Et c'est là qu'on tombe sur l'un des plus grands débats de toute la psychologie. On y vient. La question qui a fait couler tellement d'encre. Qu'est-ce qui nous définit le plus? Nos gènes ou notre environnement? L'hérédité ou l'éducation? C'est le fameux, l'éternel débat de la nature contre la culture. Alors, pour bien comprendre, imaginez. D'un côté, il y a l'hérédité. C'est notre plan génétique de base, notre blueprint si on veut. C'est ce qui va déterminer la couleur de nos yeux, bien sûr, mais aussi certaines prédispositions, certains traits de caractère. Et de l'autre côté, il y a l'environnement. Et là, c'est tout le reste. La famille, l'école, les amis, la culture, tout ce qui nous entoure et nous sculpte. 46. Ce chiffre, il peut paraître anodin, mais il est absolument fondamental. C'est le nombre de chromosomes qu'on a tous dans nos cellules. Ils sont organisés en 23 paires. La moitié vient du père, l'autre de la mère. C'est ça, la fondation biologique. C'est le point de départ sur lequel tout le reste va venir se construire. Mais attention, les gènes, ce n'est que la matière brute. L'environnement, lui, c'est l'artiste, le sculpteur. Il suffit de penser à l'impact de notre milieu social et économique, par exemple, ou encore à notre place dans la fratrie. Est-ce qu'on est l'aîné, le petit dernier? Le style d'éducation de nos parents aussi, ça joue énormément. Et bien sûr, la culture dans laquelle on baigne. Chacun de ces éléments vient graver, ciseler la personne qu'on devient. Alors, face à toute cette complexité, comment les scientifiques s'y retrouvent? Eh bien, ils utilisent ce qu'on appelle des théories, des sortes de cartes pour naviguer. On va jeter un œil à 3 des plus grandes, des plus influentes, pour voir comment elles nous aident à comprendre le développement. Alors, petit tableau récapitulatif. On a Sigmund Freud qui lui va tout miser sur nos pulsions, notre énergie interne. Ensuite, Jean Piaget qui s'intéresse à la construction d'intelligence, comment on apprend à penser. Et enfin, Erik Erikson, pour qui la vie est une grande quête d'identité, rythmée par des défis sociaux. Vous voyez, ce sont 3 angles de vue, 3 projecteurs différents braqués sur la même histoire, la nôtre. Si on regarde de plus près la vision de Freud, pour lui, tout part d'une sorte d'énergie vitale, une pulsion qu'il appelle la libido. Et toute notre personnalité, selon lui, se construit dans le conflit. Le conflit entre quoi? Entre cette pulsion brute, un peu animale, et les règles de la société, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Notre personnalité, c'est le résultat de ce bras de fer permanent. Piaget, lui, il change complètement de perspective. Pour lui, on n'est pas du tout passif. On est des bâtisseurs, des constructeurs de notre propre savoir. Pensez à un enfant. Il ne fait pas qu'absorber des informations. Il est actif. Il organise ses expériences, il se fait des petites théories sur le fonctionnement du monde, et puis il les teste, il les ajuste. C'est une adaptation constante, un apprentissage permanent. Et on termine ce tour d'horizon avec Erikson. Sa grande idée, c'est que la quête d'identité, elle ne s'arrête pas à l'adolescence. Non, pour lui, ça dure toute la vie. Il voit l'existence comme une série de grandes étapes, et à chaque étape, on doit faire face à un défi social majeur, ce qu'il appelle une crise. Mais attention, le mot crise ici ne veut pas dire catastrophe. C'est plutôt un tournant, un moment clé où il faut faire un choix, et ce choix va nous définir un peu plus.
Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, la psychologie du développement, elle nous montre une chose super importante. Notre histoire, elle n'est pas écrite d'avance. Mais ce n'est pas non plus une page complètement blanche sur laquelle on pourrait écrire n'importe quoi. C'est bien plus subtil, c'est une interaction permanente entre les deux. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si on a d'un côté le plan de nos gènes, et de l'autre les sculpteurs de notre environnement, quelle est notre part de liberté au final? Quelle est notre marge de manœuvre pour écrire nous-mêmes la fin de notre histoire? Est-ce qu'on est juste des acteurs qui récitent un texte, ou est-ce qu'on a le pouvoir d'être aussi un peu les auteurs de la pièce? C'est peut-être là, dans cette question, que se cache tout le mystère et toute la beauté de l'aventure humaine.